Je suis Martine Saint-Onge, accompagnatrice au groupement des chefs d'entreprise du Québec et je vais être votre animatrice pour le prochain 90 minutes. J'ai envie de vous dire que si vous ne retenez qu'une seule chose sur le G-Rendez-vous de ce matin, mon souhait, ce serait que ce soit de passer à l'action dans votre transformation numérique. Et j'espère que vous trouverez ce matin des réponses et des outils pour vous aider à passer à l'action, justement. Donc, aujourd'hui, on a 4 grands temps à notre rencontre. Dans un premier temps, on a Jean-Pierre Dubé, fondateur et copropriétaire de Coboom, qui va nous entretenir sur sa vision de la transformation numérique, ce que c'est, ce que ce n'est pas, et la place de l'humain dans la transformation, qui est vraiment cruciale. Dans un deuxième temps, on va avoir Louis-Bernard Meunier, leader des processus d'affaires chez Rexfab, qui va nous parler de leur transformation numérique, mais en tant qu'entreprise dans le manufacturier. Et dans un troisième temps, ce sera Laurie Michaud, aussi de chez Coboom, mais qui, elle, va nous parler de la transformation numérique de Coboom en tant que plus petite entreprise, mais en tant surtout qu'entreprise de service. On trouvait ça important de faire ressortir ce matin. On a entendu beaucoup de transformation d'industrie 4.0 dans le manufacturier. Et là, on veut inciter les entreprises au niveau du service et au niveau de la construction aussi à passer à l'action. Donc, on trouvait intéressant de vous présenter un exemple ce matin. Dans un dernier temps, on va garder un moment à la toute fin pour les questions. Donc, je vous demanderai de garder vos questions vraiment pour la fin parce qu'on a beaucoup de matière. Et je vais vous demander de m'indiquer que vous avez un intérêt à poser une question dans le chat. Et je vous donnerai la parole lorsque ce sera le temps. Je vous informe aussi que la rencontre est enregistrée afin de nous permettre de l'offrir en rediffusion au plus grand nombre possible d'entrepreneurs qui auront un intérêt. D'ailleurs, nos G-Rendez-vous sont énormément écoutés en rediffusion, donc ce qui est tant mieux. Alors voilà, on a un 90 minutes très dynamique et pleine de richesses et d'informations auxquelles je vous souhaite de participer en toute présence. Et ce que je veux dire par toute présence, c'est donc en résistant à la tentation de répondre à vos courriels et à vos textos pendant la présentation. Alors voilà, on est prêt maintenant à entendre Jean-Pierre Dubé de chez Coboom. Donc, fondé en 2010, Coboom est un groupe conseil en management. Oh, excuse-moi. Merci, oui, pas de problème. Là, j'y allais de mémoire là, parce que… C'est ça, je peux tester. Donc, actif partout au Québec. Chaque année, plus de 50 chefs d'entreprise leur font confiance. Il y a plus de 200 projets, 13 collaboratrices, moitié génie, moitié management. C'est des hybrides. Immense coffre à outils développé avec 20% de notre temps consacré à la recherche-développement. Taux de satisfaction de nos clients depuis 2010, 10 sur 10, plus de 300 réponses. Et Coboom est un expert avec nous au groupement, mais font aussi partie de chefs qui sont dans des clubs avec nous, donc un membre très actif avec le groupement. Jean-Pierre Dubé, ingénieur, fondateur de Coboom, membre expert du groupement, comme je viens de dire, administrateur de société certifié ingénieur, entrepreneur en série et consultant au niveau international depuis plus de 30 ans, plus de 1500 clients, multinationales, grandes entreprises et PME dans une dizaine de pays. Formation et coaching de milliers de personnes, donc Master Black Belt de Six Sigma, maîtrise en innovation sociale, en cours au HEC. Comme quoi, Jean-Pierre est un éternel étudiant, un éternel enfant de l'apprentissage. Intelligence artificielle, Massachusetts Institute of Technology, la MIT, administrateur de société certifié avec l'Université Laval, baccalauréat génie de la production automatisée à l'ETS et baccalauréat technologie de l'électricité spécialisation, technologie des ordinateurs aussi à l'ETS et un DEC en électronique spécialisation ordinateur et automatisme cégep de Rimouski. Alors, à toi la parole, Jean-Pierre. Merci, Martine. Donc, je vais partir mon compteur parce que je parle beaucoup, ça a l'air. Fait que si je veux rentrer dans mon petit 45 minutes, j'ai beaucoup de contenu. Fait que ça se peut que pour certaines parties, vous trouviez que ça va vite et ça se peut. Je vais commencer la présentation par un court vidéo d'introduction qui va vous présenter en moins de 3 minutes c'est quoi la transformation numérique, mais surtout qu'est-ce que n'est pas la transformation numérique. Et par la suite, je vais poursuivre. Et comme Martine le disait, conservez vos questions, commentaires, peut-être les noter et on y répondra pendant la période de questions de 15 minutes. Bonjour! Dans cette vidéo, pour vous, sont des mots qu'on entend très souvent depuis quelques années.
Lorsqu'on entend le terme transformation numérique, on pense tout de suite à un CRM ou un ERP qui nous permettrait de vendre plus ou de mieux gérer nos coûts, alors que c'est totalement faux. Le plus gros mythe, c'est de penser que le numérique, c'est de refaire son site web. Si on prenait la situation à l'envers, l'industrie 4.0, c'est pas une fin en soi. C'est pas seulement un outil ou un logiciel magique. C'est un amalgame de moyens qui agira sur les enjeux stratégiques de votre entreprise pour atteindre vos objectifs d'affaires. Ça passe aussi par un besoin de structurer ses données. Et c'est difficile de prendre de bonnes décisions d'affaires quand on se sent dépassé par les données de sa propre entreprise. On peut rapidement se retrouver dans tout un fouillis. C'est aussi là que le 4.0 vient en jeu. Il aide à valoriser les données pour mieux servir le client et mieux opérer à l'interne. Le grand dilemme ou la principale difficulté, c'est de savoir par où commencer, parce que le chemin est vraiment pas le même pour tout le monde. Prenez un moment pour observer ce canevas et identifier l'endroit où votre entreprise aurait les plus grandes lacunes. C'est sur ces aspects qu'on devrait d'abord se concentrer. Prenons l'exemple de Luc. Ce dernier dirige une manufacture de crayons. Il voudrait augmenter rapidement ses ventes et sa productivité, bref, être plus rentable. Il n'a pas vraiment d'objectif précis, mais il veut faire vite. Il se lance donc dans le 4.0 sans vraiment consulter les autres membres de son équipe. Il commence de manière un peu aléatoire par l'implantation d'un système intégré qui pourra gérer toutes les fonctions de son entreprise. Il choisit l'option la plus dispendieuse et la plus récente qui semble être un gage de qualité. Mais lorsqu'il vient le temps de rentrer des données dans son nouveau logiciel et de commencer à l'utiliser, il est un peu désemparé. Il ne sait pas par où commencer et se rend compte qu'il n'est pas au courant de comment certains départements de son entreprise fonctionnent au quotidien. Il se retrouve devant son logiciel en se sentant dépassé par les événements. Penchons-nous rapidement sur les erreurs commises par Luc. Il avait des objectifs flous, une solution numérique trop puissante pour ses besoins, une solution trop chère également, et des processus peu présents et non documentés. Résultat, il se sent perdu et le retour sur investissement est très faible. Il commence à avoir peur de ne plus jamais revoir la couleur de son argent. Faisons un retour dans le temps pour voir comment Luc s'en serait sorti avec un plan mieux défini, tout en conservant les mêmes objectifs. Avant toute chose, Luc aurait dû se poser des questions sur où il voulait amener son entreprise selon 5 axes. Profit, processus, personnes, produits et services et planète. Ainsi, en faisant un plan numérique et un plan stratégique intégré, il attrape les erreurs et les oublis qui auraient pu s'y glisser. Il aurait choisi les technologies à implanter en adéquation avec ses priorités d'affaires et même nourri ses réflexions stratégiques à l'aide des choix technologiques. La réflexion est intégrée des deux côtés. De plus, Luc aurait dû se pencher sur ses processus et se rendre compte qu'il fallait les documenter avant même de les numériser. Finalement, il aurait dû consulter ses employés dès le début du processus et s'assurer que les gens connaissent leur rôle et que les projets technologiques soient en lien avec les objectifs stratégiques. Comme ça, ils comprennent pourquoi les outils sont mis en place. Avec un accompagnement adéquat, Luc aurait eu une vision claire, la bonne direction et une aire d'aller, une assurance sur ses investissements et des outils pour se rendre à ses objectifs. Résultat, un entrepreneur plus rassuré et en contrôle, allégé de l'angoisse de la transformation numérique. Le danger du numérique, c'est de penser que c'est la solution à tout. Personne ne demanderait à son plombier de concevoir sa future maison. Les entrepreneurs ne doivent pas faire la même erreur avec leur entreprise. Si on revient à la base, les technologies doivent être au service de l'humain pour faciliter le travail et non l'inverse, c'est-à-dire l'humain au service des technologies. On veut arriver à un modèle centré sur l'humain, orienté par la stratégie et propulsé par les technologies. Cette vidéo a été préparée par Coboom et Productique Québec. Pour en savoir plus sur notre offre intégrée, donc, je reprends. C'est un petit vidéo qu'on voulait vous présenter là, pour démystifier certains aspects et je vais reprendre des principaux points. Donc, quand on parle de transformation numérique, une des grandes erreurs qu'on voit, les gens sautent tout de suite au niveau de la sélection d'une application. Vous allez voir, les gens vont dire, OK, numérique, je refais mon site web, j'ai un plan de ERP, je mets un CRM, un WMS, tous les codes à 3 chiffres. Là. Et ça, c'est la dernière étape, en fait. La majorité des entreprises, c'est l'erreur fondamentale et c'est une erreur que je vois depuis 30 ans seulement. Là. Ça n'a pas commencé cette année avec le 4.0. C'est une erreur fondamentale qui est faite. On a des problèmes et on pense qu'en déployant une technologie, le problème va se corriger par soi-même. Les technologies n'ont pas l'intelligence suffisante aujourd'hui pour corriger les problèmes. Il faut en amont corriger les problèmes et après ça, on déploie, non l'inverse. Et aussi, le numérique n'est pas une question de
technologue, même si j'ai un background en technologie, les technologies avant tout, c'est une question stratégique. Donc, il faut réfléchir d'un point de vue stratégique et voir comment les technologies et le numérique vont venir soutenir ma stratégie et non l'inverse. Ça, c'est important de comprendre. Donc, trop souvent dans les entreprises, je vois des responsables du numérique, on va choisir la personne en technologie d'information. C'est probablement le plus mauvais choix que vous ne pouvez pas faire. Ces gens-là ont un background technologique, mais pas un background affaires. Il faut vraiment avoir un background affaires pour piloter la transformation numérique. C'est excessivement important. Donc, c'est un peu comme un bâtiment, on fait l'analogie. Le bâtiment, il n'est pas conçu par le plombier, il est conçu par l'architecte. C'est la même chose. Votre entreprise, c'est un bâtiment et on veut avoir un bâtiment fonctionnel, donc il faut demander à un architecte. Ça, c'est un premier des commentaires. Deuxième, c'est que vraiment, on va déployer les technologies pour faciliter le travail des employés, pour offrir une meilleure expérience client à nous. Donc, le but, c'est vraiment de remettre les outils au service des humains. Encore une fois, ça doit être orienté par des stratégies et naturellement propulsé par des technologies, mais il faut aller au-delà des bases. À chaque 10 ans, il y a un nouveau buzz. Là, c'est le buzz du 4.0 que je vais essayer de démystifier ce matin. Mais il faut faire attention au buzz parce que on a dans le marché beaucoup d'organisations qui essaient de nous vendre des mirages, des rêves. Souvent, ces organisations-là vendent un mirage ou une technologie sans trop connaître les opérations, que ce soit en construction, en manufacturier, en distribution, en service. Donc, il faut aller vraiment au-delà des bases. C'est excessivement important. Puis, une des raisons pourquoi aller au-delà des bases, puis aussi pourquoi remettre l'humain au cœur de la réflexion, c'est la raison suivante. Le développement technologique suit une loi exponentielle qu'on appelle la loi de Moore, M-O-O-R-E, qui est un des deux fondateurs. C'est un docteur, c'est un ingénieur électronique, physicien, ingénieur physicien, fondateur de la compagnie Intel, ceux qui font les microprocesseurs, entre autres. Et ce que la loi de Moore dit, c'est que la capacité de traitement de nos circuits imprimés, en fait, on double le nombre de transistors sur nos puces à silicium depuis les années 50. Et donc, si le nombre de transistors, de composants double à tous les 18 mois, bien, la capacité de traitement va doubler à tous les 18 mois, ce qui va donner aujourd'hui une impression d'intelligence artificielle. C'est pour ça que certains sont connectés très tôt ce matin. Je disais que l'intelligence artificielle, au-delà d'un buzz, n'existe pas. C'est un projet de recherche et développement. On s'attend d'avoir des intelligences qu'on va qualifier d'artificielle dans un horizon de temps de 20 à 30 ans, puis une intelligence qui va être qualifiée d'un enfant de 4e année, donc 10-12 ans environ. Ça, pour dans 20 à 30 ans, là, ça, c'est les gens du MIT qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Et le MIT est quand même en avance. Tout ce que vous entendez par l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des simples algorithmes qui n'ont pas beaucoup évolué depuis que j'ai étudié en 90, là, quand j'étais spécialisé aussi en 90 en intelligence artificielle. Donc, la loi exponentielle, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que les technologies se développent à une vitesse fulgurante, très, très, très vite. C'est une loi exponentielle, c'est la loi du doublement. Hein. Si vous voulez calculer, ça prend combien d'années pour le doubler, ben vous prenez le taux de changement. Prenez un taux d'intérêt pour votre maison. Mettons que vous payez 10 il n'y a pas d'hypothèque aujourd'hui à 10 là, mais pour simplifier, si je prendrais un taux d'hypothèque à 10 vous prenez 72 divisé par 10 ça veut dire que si vous avez emprunté 100 000 à 10 ben, au bout de 7,2 années, vous allez avoir remboursé avec les intérêts et le capital 200 000 $. Donc, c'est le même rythme de croissance pour les nouvelles technologies. Ça va excessivement vite. Et vous voyez que le rythme d'adaptation des humains, les humains ne sont pas capables de suivre. On a une capacité limitée d'apprendre ces technologies-là, de les utiliser, mais vous voyez que les entreprises, c'est encore pire. Les entreprises ne sont pas capables de suivre même les humains. Souvent, vos employés ont dans leur poche un téléphone intelligent bardé de plein d'applications qui font des choses extraordinaires. Et lorsqu'ils arrivent dans votre entreprise le matin, ben ils ont des outils pas mal moins extraordinaires. Et vous voyez, l'adaptation par des gouvernements, c'est encore beaucoup plus lent. On a fait beaucoup de jokes là-dessus au début de la pandémie. Hein. Vous avez quand on voyait le traitement qui était fait par le ministère de la Santé avec la COVID par des fax. C'était quand même assez fabuleux d'utiliser encore des fax en 2021, en 2020. Voyez, et pourquoi qu'il y a un retard? Ben, plus qu'il y a d'humains d'impliquer dans la transformation,
plus ça va être long, plus ça va être lent. Fait qu'il faut aller au-delà des buzz, parce que les buzz, c'est l'introduction, c'est les compagnies qui développent une nouvelle technologie. Elles ont tout intérêt à vous faire croire que c'est le nouveau miracle, ça va vous réinventer. Mais la capacité de rentrer ça dans vos entreprises est beaucoup plus limitée. Fait qu'il faut respecter cette capacité-là. Fait qu'il faut cesser d'écouter les buzz, puis y aller vraiment selon votre stratégie, votre modèle d'affaires. Il faut y aller avec la logique, une logique d'affaires, pas une logique de marché, une logique de marketing. Pourquoi la transformation numérique? Quelles sont les grandes raisons? Ben, on l'a tous vécu, on a tous découvert à vitesse grand V au printemps passé le pourquoi. Le numérique a été quand même essentiel pour maintenir l'activité sociale et l'activité économique dans nos entreprises et même dans nos vies personnelles, parce qu'on a été coupé pour plusieurs de nos familles, de nos enfants, petits-enfants, etc. Donc, le numérique est quand même excessivement important. Oui, là, on est en train de se faire vacciner, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des dérèglements climatiques importants sur la planète. La planète se transforme à vitesse grand V, pas dans le meilleur des sens, ça va pas dans la bonne direction. Et on risque d'avoir d'autres crises, que ce soit des crises pandémiques ou autres. Il va y en avoir d'autres. Donc, le numérique est une façon là, de devenir plus résilient face à ces crises-là. Il y a aussi que la transformation, certains secteurs l'ont vécu beaucoup plus profondément que d'autres. Hein. La première, je dirais, je vais vous présenter des vagues. La première vague numérique, elle a commencé il y a quand même une vingtaine d'années. Elle a frappé tout ce qui est communication, surtout avec les effets qu'on connaît là, au niveau des journaux, de la télé, etc. C'est des secteurs, tout l'aspect des communications a été transformé de fond en comble. Le deuxième secteur, on pourrait appeler ça le secteur des services aux personnes, qui a été lancé, cette première vague-là, surtout par Amazon, puis après ça, ça a tout suivi. Là. On voit que c'est une vague qui fait encore beaucoup de turbulences, qui affecte énormément d'entreprises. La troisième vague, c'est la vague qu'on a commencé à faire la promotion. En fait, on dit on a commencé, ça a été lancé en 2010 par le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand, juste pour vous dire, lorsque ça a été lancé au salon Hannover, Hannover est un vieux salon de la technologie manufacturière qui existe depuis, je pense, plus d'une cinquantaine d'années. Le gouvernement allemand lançait la notion de 4.0, donc de production intelligente. C'est important de faire la différence. Je vais faire la différence entre le 3.0 et le 4.0. Le 4.0, c'est une production intelligente et les Allemands se donnaient un horizon de temps en 2010 de 30 ans pour atteindre une production intelligente. C'était un projet de recherche et développement. Fait que le 4.0, c'était pas 2010, c'était pas 2021, là. C'était dans un horizon de temps de développer les technologies, le savoir, c'est un gros projet de recherche et développement. Fait que quand on parle de 4.0, c'est quelque chose en devenir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le marché, les gens parlent de connectivité comme étant le 4.0. La connectivité, c'est du 3.0. Quand j'ai fait mon DEC, j'ai fini mon DEC en 83. Mon projet de fin d'études était de connecter un ordinateur Motorola D2 sur une machine-outil. Tous les protocoles de communication, l'Internet, le protocole a été développé dans les années 70. L'interconnectivité des logiciels et des équipements, c'est connu et les protocoles existent depuis 30 à 40 ans. Donc, quand on parle de connecter une bébelle, quelle que soit la bébelle, c'est un logiciel, c'est du 3.0, c'est pas du 4.0. Fait que c'est un peu le buzz que je voulais démystifier, parce qu'on met l'étiquette 4.0, il y a des céréales 4.0, il y a des autos 4.0, on met du 4.0 partout en sachant pas de quoi qu'on parle. Donc, il faut vraiment bien comprendre, parce que la majorité de nos entreprises sont encore dans le 3.0 au niveau automatisation, informatisation, puis même pratique de travail. Et le 4.0, encore une fois, il y a peu d'entreprises. Certaines entreprises ont fait des avancées importantes, mais ont investi des sommes colossales. Là. Il y a quelques entreprises au Québec qui avancent beaucoup, mais on parle de moins de 10 entreprises sur 300 000 entreprises. Là. On a 300 000 au Québec, entreprises. La majorité des projets qu'on qualifie aujourd'hui de 4.0 sont en réalité des projets 3.0. Et c'est pour ça que, petite image, une image vaut 1000 mots, là. Faut faire attention autour du buzz du 4.0. Ça vous rendra pas plus beau et plus fort. Il faut garder vraiment les deux pieds sur terre et vraiment de regarder comment le numérique, vous allez voir comment le numérique s'inscrit dans mon modèle d'affaires pour rendre mon entreprise plus forte. Mais il faut aller au-delà des buzz. Il faut vraiment comprendre qu'encore une fois, le 4.0 est un projet de recherche et développement. D'ailleurs, les Allemands, au début de la COVID-19, ont remis une somme d'argent, je pense,
pense, c'est 10 milliards d'euros en janvier 2020, parce que les Allemands avaient pris du retard dans le déploiement du 4.0, dans la recherche et développement, et ils ont remis une somme d'argent colossale pour espérer atteindre le fameux 2030 là, comme tel. Alors qu'au MIT, quand je suis retourné faire ma spécialisation en intelligence artificielle, les gens du MIT maintiennent eux autres une date entre 2040 et 2050. Fait qu'on a des horizons de temps, là, on parle entre 10 et 30 ans là, devant nous. Là. Donc, il n'y a pas de recette magique pour construire, mais il y a surtout, comme on l'a expliqué tantôt, il faut inscrire ça dans notre stratégie d'entreprise. C'est vraiment la stratégie d'entreprise qui va dicter vos choix. Et je vais expliquer un peu quand on parle de stratégie d'entreprise, juste démystifier un peu. Quand on parle de la stratégie, vraiment, l'entreprise doit être vue à 3 niveaux, la stratégie, la tactique et les opérations. La stratégie, c'est votre modèle d'affaires. On va vous donner un exemple tantôt, comment à partir du modèle d'affaires, on peut numériser notre entreprise, comment on va définir nos étapes de travail. La tactique, c'est nos processus et nos systèmes de gestion. C'est souvent là que rentrent les codes à 3 chiffres, les CRM, les ERP, là, tout ce que vous entendez, Internet of Things. L'Internet of Things est même au niveau opérationnel le plus bas possible de la pyramide. Donc, lorsqu'on veut penser à notre stratégie, à notre plan stratégique et numérique, 80% de la réflexion doivent porter au niveau de stratégie, et 20% au niveau de la tactique et 0% au niveau des opérations. Fait qu'on commence pas un projet de transformation numérique en parlant de capteurs en usine puis d'Internet of Things. Ça, c'est très opérationnel. On va commencer par... Pourquoi qu'on commence stratégique? Parce que pour 1 heure de réflexion que vous allez faire au niveau stratégique, vous allez impacter l'ensemble de votre entreprise. Pour 1 heure que vous allez faire au niveau tactique, vous allez impacter un processus. Pour 1 heure de réflexion que vous allez faire au niveau des opérations, vous allez impacter un poste de travail. Vous voyez que le bénéfice est fort, est vraiment disproportionné. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir plus au niveau stratégique. Et comment qu'on fait cette réflexion-là? Rapidement, là, je l'illustre, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous l'illustre, parce qu'une des conditions des entreprises qui vont vouloir faire, obtenir un plan numérique vont devoir passer en amont par un plan stratégique. Fait que je vais vous donner un peu quelle est la structure du plan stratégique en question, comment le numérique s'inscrit là-dedans. Donc, première étape, c'est de définir la raison d'être de votre entreprise, sa mission. Les valeurs, naturellement. C'est important, ça a l'air philosophique, les valeurs, mais encore une fois, les technologies doivent nous aider à faire vivre nos valeurs. Il y a vraiment des outils, Laurie tantôt va vous en présenter, il y a des outils qui permettent là, de mieux se connecter auprès de ses employés, de mieux véhiculer nos valeurs. Donc, c'est important de définir mission et valeurs et surtout, votre vision 3 ans. Où voyez-vous votre entreprise dans 3 ans? Et c'est ça qui va dicter vos choix de numérisation et tous vos autres projets d'ailleurs. Donc, c'est important de définir votre vision 3 ans. La vision, juste l'exprimer, c'est quelque chose de très, très court. C'est pas le comment, c'est si vous c'est comme le film Back to the Future, vous reculez, vous avancez dans le temps, dans 3 ans, vous achetez le journal des affaires dans 3 ans et votre entreprise, c'est sur le front page du journal des affaires. Vous êtes le journaliste, je vous demande d'écrire le titre sur le front page. Quel est le titre qui apparaît? Pourquoi votre entreprise dans 3 ans apparaît sur la page frontispice du journal des affaires? Ben, c'est ça la vision. Donc, c'est quelque chose de très court qui est habituellement qualitatif. Et pour cette raison-là, cette vision-là de qualitative, on va vouloir l'équilibrer. L'équilibrer en réfléchissant aux 5 P qui sont profit, donc l'aspect financier, P processus, donc l'aspect opérationnel, c'est ici que le numérique va beaucoup s'inscrire. Le P personne, parce que tout ça doit être fait aussi pour faciliter, comme on le disait, le travail de vos employés et offrir une meilleure expérience client. Le P produit et service et finalement le P planète. Donc, un plan stratégique, votre vision devrait être déclinée, toucher ces 5 P-là. Parce qu'encore une fois, il y a des outils numériques qui permettent de venir bonifier, améliorer chacun des 5 P. Donc, notre vision qui est qualitative va venir s'exprimer par ce qu'on appelle des orientations stratégiques qui viennent préciser cette vision-là qui est très qualitative. C'est le contenu de la page 3 du Journal des affaires. Quand vous êtes sur le front page, vous tournez la page et là, le journaliste a écrit une page pleine sur votre entreprise. Puis souvent, le journaliste va avoir des sous-titres. 3 à 5 sous-titres. Ces sous-titres-là, c'est ce qu'on appelle les orientations stratégiques. Ces orientations stratégiques-là, on va vouloir les chiffrer dans le temps, toujours avec une cible de 3 ans. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre marge de profit? C'est quoi les revenus que vous voulez générer? Si vous voulez augmenter, doubler vos ventes, vous allez prendre le monde où? On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, le P personne, comment vous allez adresser ce problème-là? Fait que voyez un peu,
qu'est-ce qui doit être fait au niveau du plan stratégique. Quelques exemples d'orientation stratégique, là, très, très simples. Là, vous voyez qu'il y en a de toute nature. Ça peut être au niveau de l'expansion géographique, la gestion des connaissances. Vous voyez qu'on veut numériser notre gestion des connaissances. Ça peut développer des nouveaux marchés. Le numérique peut m'aider à faire du développement de nouveaux marchés avec le marketing numérique, etc., etc. Donc, les objectifs, comme je l'ai dit, les orientations stratégiques, je viens de donner des exemples. Les objectifs doivent être SMART, donc spécifiques et mesurables. On ne doit pas rester dans le flou, on doit être très, très précis, encore une fois, parce que ça va nous aider à faire des meilleurs choix. Et ça nous permet, une fois qu'on a fait ça, de venir établir un plan de projet. Parce qu'un plan stratégique, en réalité, c'est quoi? C'est mission, vision, valeur, la vision 3 ans, des orientations qui nous donnent les pistes, nos 5 piliers qui viennent soutenir notre vision, et on a des projets qui nous permettent de cheminer vers notre vision. Les projets sont habituellement sur une base annuelle. On va appeler, puis ces projets-là ont des objectifs qu'on va appeler des objectifs opérationnels. Ce genre de structure-là de plan stratégique, c'est ce qui est attendu de vous si vous voulez appliquer sur un programme. Donc, on appelle le programme Audi Industrie 4.0 que je vais vous présenter à la toute fin. Ben, c'est une des conditions, c'est de déposer un plan stratégique qui est formaté un peu comme vous le voyez actuellement de façon très simple. Et dans ces projets-là, il va y avoir des projets numériques, il va y avoir des projets de développement organisationnel, il va y avoir des projets de marketing, etc., etc. Il va y avoir différents projets et c'est le même qu'on vient inscrire nos projets numériques dans notre plan stratégique. Vous avez un exemple ici d'une entreprise. En fait, je l'ai dépersonnalisé, mais c'est un exemple réel. En fait, c'est 3 de nos clients qu'on a pris puis que j'ai intégrés pour être certain que personne ne les reconnaisse. Fait que j'ai tout fusionné ça. Vous voyez, en haut, c'est une vision. Une vision d'entreprise. C'est une entreprise, comme vous le voyez, qui est dans le secteur du transport. En fait, cette vision-là, c'est encore une fois la combinaison de 3 entreprises, mais les 3 entreprises travaillent dans le domaine du transport. Et vous voyez vos orientations stratégiques que j'ai expliquées. On a les 4 piliers. On a nos objectifs stratégiques qui sont assez chiffrés, hein, qui sont quand même assez précis. Entre autres, eux autres veulent devenir une entreprise, une des 3, là, puis ils veulent devenir 4.0, ils sont très avancés, en fait, parce qu'ils devraient être capables, d'ici 3 ans, peut-être même moins, de fonctionner lumière fermée. L'usine va fonctionner avec plus d'employés, entièrement automatisés. Ils devraient être capables, moi, je pense, dans un exemple peut-être de 24 mois. C'est une des seules, comme je disais tantôt, qui a réussi à vraiment pousser le concept, mais avec des investissements colossaux. Là. Il y a eu des investissements colossaux pour atteindre ça. Donc, vous voyez un peu là, les orientations stratégiques, l'objectif stratégique, les projets d'importance et les objectifs. C'est ça, un plan stratégique et numérique. Vous voyez comment on intègre les deux ensemble. Dans l'exécution des projets, une fois qu'on a nos projets, ben les projets, il faut vraiment, pour une PME, faut pas voir ça comme une grosse montagne. Les projets, maximum 8 projets par année. Nous, on dit 5 à 8 projets. Je vous dirais même la majorité des PME vont se limiter à 5 projets. Et ces projets-là peuvent être exécutés par vague. On les fait quand on a le temps. On planifie des vagues de projets. C'est une méthode qu'on appelle la méthode agile. Fait que ces projets-là peuvent être exécutés quand, par exemple, à l'été, on est très occupé, par exemple, en construction. Et en plus, il y a les vacances là-dedans. Ben, c'est pas le temps de lancer les projets. Fait qu'on va faire des pauses pour arrêter les projets, pour après ça les reprendre, par exemple, à l'automne. Donc, il faut se permettre d'exécuter nos projets, tant numériques que de d'autres natures, par vague. Comment identifier les bons projets? Comment je m'y prends? Parce que là, j'ai expliqué la structure de votre plan stratégique et numérique, comment tout ça, la réflexion s'intègre. Il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de chemin tout tracé d'avance. Chaque entreprise va devoir tracer son propre chemin. Je vais vous donner comment on utilise, quelle méthodologie qu'on prône, méthodologie qui est prônée, par exemple, par le programme PAI 4.0, encore une fois. C'est l'approche par processus, en fin de compte. L'approche par processus, et là, je vais vous l'illustrer de façon très simple, par une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur-là, on l'appelle la chaîne de valeur de Porter. Porter étant un professeur consultant américain, un consultant et professeur en management américain très, très, très réputé. Ben, la chaîne de valeur de Porter est tout simplement une façon d'illustrer le fonctionnement de votre entreprise et quels sont les processus qui permettent de faire fonctionner votre entreprise. Donc, l'idée, c'est de comprendre quels sont vos processus. Puis cette chaîne de valeur-là, c'est une chaîne très générique que j'ai mise sous vos yeux
Par où qu'on va vouloir commencer naturellement dans l'entreprise? On ne peut pas commencer partout. On ne peut pas commencer dans tous les processus parce que beaucoup d'entreprises, vous allez le voir, je vais vous le montrer dans quelques instants, les processus sont souvent pas documentés ou quand ils sont pas suivis. Donc, puis souvent même la notion de processus n'est pas toujours bien comprise. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les flux de valeur. Ça, c'est la recommandation COBOM. On fera pas tous les processus parce qu'il y a des processus qui sont plus des processus de soutien, comme vous le voyez, ou des processus de management. On va vraiment aller sur les processus qui créent de la valeur pour l'entreprise, pour ses employés, pour ses clients, puis pour ses actionnaires. Donc, la première chaîne de valeur, c'est celle qu'on appelle la chaîne de valeur client. On va vouloir comprendre quels sont les processus dans ce flux de valeur-là. Donc, le flux de valeur client, ça commence à la commande, puis ça finit quand on obtient le paiement pour la dite commande. Après ça, il y a un autre flux de valeur qui est excessivement important. Trop souvent dans les entreprises, on va considérer la fonction ressources humaines comme une fonction de soutien. Nous, on n'est pas d'accord, COBOM, là-dessus. On considère que les processus humains sont des processus de création de valeur parce que si vous enlevez l'humain, ben, le flux de valeur client ne fonctionne plus. Le flux de valeur humain est en soutien direct à tous les jours, à toutes les minutes, à votre flux de valeur client. Dans le flux de valeur humain, il y a 4 processus. Il y a 4 processus. Le premier processus, l'attraction. Le dernier, c'est le départ. Mais il y a 4 processus qu'on doit bien comprendre, bien documenter. Puis après ça, oui, on peut les numériser. Et finalement, pour certaines entreprises, celles qui développent des produits, par exemple dans le manufacturier ou dans le service, c'est le flux de valeur de développement des produits et services. Donc, qui permet de venir alimenter mon flux de valeur client. On va se concentrer, puis dans le flux de valeur produits et services, il peut y avoir plusieurs processus différents. Et ces processus-là peuvent avoir une certaine complexité. Si on parle du manufacturier, entre autres, si vous concevez des produits, il y a tout l'aspect d'ingénierie. Il va souvent avoir un processus d'estimation, un processus de mise en production, un processus qui est trop souvent oublié, qu'on va appeler un processus méthode. Donc, il peut y avoir plusieurs processus et avec un certain degré de complexité. Donc, on va se concentrer dans une entreprise, quelle que soit votre entreprise, c'est d'avoir un inventaire de vos processus au complet. Ce qu'on va appeler la chaîne de valeur, la chaîne de valeur telle que vous l'avez sous les yeux. Mais après ça, dans l'amélioration, ça va être se concentrer sur les flux de valeur dans le centre. Et on ne peut pas sauter des étapes. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans beaucoup d'entreprises, la notion de processus est ignorée, n'est pas connue. Ou quand on en a très peu. Fait que je vous dirais, vous voyez là, les 5 niveaux là, de maturité, si on peut appeler ça de même, les 5 niveaux de maturité des processus. La majorité des entreprises au Québec ont un niveau de maturité qui se situe entre 2 et 3. Donc, on a des processus documentés en partie, il en manque, puis malheureusement, ils ne sont pas toujours suivis. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises quand on travaille, nous, avec une base annuelle avec une 50aine d'entreprises et très, très rare où nos clients ont des processus documentés et suivis de façon rigoureuse. Et lorsqu'ils l'ont, très rares ont des processus qui sont améliorés en continu avec preuve à l'appui. Donc, et trop souvent, l'erreur, encore une fois, j'ai commencé par ça, par ma présentation. Dans le cas où on a des processus on est à 0, on est à 1, on est à 2, par exemple, là, on est dans une très faible maturité, il ne faut pas chercher à sauter à l'étape 5. Comme on ne demandera pas à un bébé de passer de la situation de ramper au sol à courir un marathon, on ne devrait pas faire la même chose en entreprise. Malheureusement, c'est l'erreur qui est fréquemment faite. Cette erreur-là va entraîner quoi? Va entraîner des coûts épouvantables. Je vais vous donner la règle du pi. Pi est un nombre, c'est le nombre 3.1416 en mathématiques. Je vais vous donner la règle du pi. La règle du pi, c'est que vous êtes dans une situation, votre entreprise, vos processus sont entre 0 et 2. Et là, vous appelez une firme qui va vous vendre un ERP parce qu'elle va dire, ça va corriger tous tes problèmes. Puis, elle va vous donner un prix. Elle va vous dire, ben, ça va te coûter 100 000 pour, vu que, ben, puis mon logiciel va faire une job extraordinaire, tu vas voir, ça va super bien marcher. Ben, je vous annonce que le 100 000 va être multiplié par le chiffre pi, 3.1416, fait que vous allez finir à 300 000. C'est ça que ça va faire. Parce que vous n'aurez pas le choix, vous allez implanter, ça ne marchera pas, vous allez prendre un pas de recul et vous allez devoir documenter. Parce que les logiciels, comme je l'ai dit tantôt, l'intelligence artificielle,
Le MIT nous parle de 2040, 2050. Les logiciels ne devineront pas votre façon de travailler. Même si vous implantez un logiciel, l'écran, vous ne pourrez pas prendre l'écran et le promener dans votre entreprise pour qu'il devienne vos processus. Les processus, c'est une job de bras, c'est à vos employés à faire ça. Vos employés doivent s'installer, documenter quelles sont vos façons de travailler. Une fois qu'on les a documentés, voir on peut-tu les améliorer parce que c'est souvent pas la meilleure façon de travailler et après ça, les suivre de façon rigoureuse et après ça, on les numérise. Donc, c'est vraiment important de ne pas sauter d'étape. Comme on ne fera jamais sauter d'étape à un enfant, ben on doit construire votre entreprise de la même façon. Et c'est de là l'intérêt aussi de savoir votre entreprise se situe où là-dedans. Puis, c'est pas uniforme. Certains processus vont être à 0. Peut-être un autre processus, souvent les processus financiers vont être à 5. Tu sais, sortir des états financiers, aujourd'hui, c'est assez rare qu'on fait ça à mi-terme. Fait qu'au niveau finance, on est très élevé souvent, mais au niveau opérationnel, on est souvent très, très, très bas. Là. Donc, et si on retourne finance, les processus finance sont des processus de management. C'est pas des processus dans vos flux de valeur. Là. Les processus de finance vont rendre compte d'un état passé. Vous voyez, dans le processus de management, les processus financiers sont ici. Eux, souvent, ont un très haut niveau de maturité. Mais les flux de valeur, oh Dieu ciel, là, c'est très, 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 très bas. Là. Et c'est là que c'est pas pour rien qu'on appelle ça des flux de valeur. L'argent se fait là, puis elle se perd là, là. Vos profits se font là, puis vos pertes se font là, là. Ils se font pas à sortir des états financiers, ça, c'est des processus de management. Donc, vous voyez, le problème, c'est que souvent au niveau, et souvent, je vois dans les entreprises, c'est des gens de finance qui vont piloter des projets numériques. C'est tout à fait cocasse, là. On demande à des gens qui sont en soutien de faire du pilotage de projets au niveau des flux de valeur. Les flux de valeur, c'est quand on parle de flux de valeur client, c'est vraiment les gens d'opération. Ça appartient aux opérations. Flux de valeur humain, ça appartient un peu à tout le monde. Oui, la fonction ressources humaines, mais un peu à tout le monde dans l'entreprise. Flux de valeur produits et services, souvent, ben, si vous avez de l'ingénierie, ça va appartenir aux gens de l'ingénierie ou autre. Donc, vous voyez que les parties prenantes impliquées dans des projets numériques doivent être autrement que juste une fonction qui est souvent la fonction finance. Un exemple concret aussi, parce qu'on parle de maturité, mais je vais vous donner, j'ai le temps de vous expliquer une autre façon de voir votre entreprise et de la mesurer. C'est ce qu'on appelle, je vais vous donner l'exemple, on l'appelle le Process Cycle Efficiency. C'est une méthode de voir nos processus, de calculer l'efficacité des processus. C'est une méthode qui a été pensée par Boeing il y a plus de 30 ans, qu'on utilise beaucoup, beaucoup aujourd'hui partout sur la planète en excellence opérationnelle. Ça nous permet de savoir, est-ce que mes processus sont bons et sont-ils prêts à être numérisés? Puis je vais vous donner le chiffre. Vous allez voir, il y a un petit chiffre magique. Je vais vous donner l'exemple. On va prendre un exemple concret qu'on vit actuellement. C'est le secteur de la santé. On va prendre un processus, par exemple, aller à l'urgence dans la grande région de Montréal. À tous les années, le ministère de la Santé va nous sortir des chiffres. Là, on devrait les avoir prochainement parce qu'habituellement, c'est au printemps que les chiffres sortent. Ils vont sortir la performance de tous les hôpitaux du Québec. Au niveau d'un indicateur, parce qu'ils utilisent vraiment cet indicateur-là, c'est le temps de passage. Ils vont dire, bon, le temps de passage moyen dans les urgences de Montréal est de 18 heures. L'année passée, c'était 17 heures, 17,2 heures, je pense que je lui ai arrondi à 17 heures. Donc, pendant la période grippale, et vous, là, vous venez de comprendre, ceux qui sont dans Montréal, dans le Grand Montréal, vous venez de comprendre pourquoi on est en zone rouge depuis l'octobre. Il y a la COVID, mais c'est pas juste à cause de la COVID, c'est que depuis toujours, depuis plus d'une trentaine d'années que ces statistiques-là sont publiées, dans la grande région de Montréal, nos hôpitaux débordent à cause de la grippe. Et ça, c'est vrai. Fait que rajouter le grippe plus COVID, et c'est pour ça que nous, à Montréal, on était rouge depuis le mois d'octobre, puis on n'a pas sorti de la zone rouge parce que l'idée, c'est de laisser passer cette période-là, qui est une période épouvantable où nos urgences débordent, puis il y a des patients de ces civières dans les corridors. Le temps moyen, puis là, c'est un temps avant, ça, c'est les données là, 2019, c'est même pas données COVID. Le temps moyen est à 17 heures pour un temps de traitement, infirmière, médecin, urgentologue, la radiographie, la prise de sang, test d'urine, etc. 57 minutes de temps de traitement. Donc, ça veut dire, on touche la poignée de la porte, je rentre dans l'hôpital, j'attends 17 heures plus tard, je sors avec une prescription, puis j'ai parlé à du personnel médical 57 minutes là-dedans. Donc, la valeur ajoutée, nous, comme citoyens payeurs de taxes, la valeur ajoutée, c'est le 57 minutes que j'ai rendu à 1 heure. Je prends 1 heure divisé par 17, je multiplie par 100, ça me donne 5,88, donc 6 %. Ce qu'on dit, c'est que ce processus-là donne de la valeur à ses clients, nous les patients, les payeurs de taxes, pour 6 % du temps. Et ça semblerait que c'est pas bon parce que à tous les années, habituellement, on va faire un front page sur le Journal de Montréal, on va faire la même chose sur le Journal de Québec en disant
catastrophe dans nos hôpitaux, encore une fois, temps d'attente épouvantable, parce qu'on a des taux de performance, d'efficience à 6 %. Donc, les hôpitaux se font critiquer du Québec depuis des années, vous l'avez tous vu, avec une performance à 6 %. Je vous pose la question, si vous voulez écrire dans la zone commentaire, à votre avis, dans nos entreprises québécoises, quel est le PCE moyen de chacun de nos processus? Parce qu'on peut le calculer pour la flux de valeur de la réception d'une commande jusqu'à l'obtention du paiement du client, ou on peut le calculer juste pour un processus. À votre avis, en général, le PCE est à combien, vous pensez? Si vous voulez écrire, s'il y en a qui osent écrire dans la zone commentaire, je serais curieux de vous voir. François, 10. Martine, 50. Sylvain, 50. Même chose. Je vais vous décider. Oui, Stéphane. Stéphane, t'es pas loin Hubert. Stéphane Hubert, je pense que c'est toi qui vas avoir le trophée matin, là. 5 %. GF, 5 % t'es dans le 1000. GF, t'as gagné. C'est 2 à 5 % Nos entreprises, vos processus ont une efficacité qui varie entre 2 et 5 %. C'est une catastrophe. Donc, au-delà de la maturité que j'ai expliqué tantôt, là, parce que ça, c'est la maturité en termes de processus documenté, en termes de processus suivi, il y a aussi l'efficacité. Et à votre avis, nos entreprises sont entre 2 à 5 % À votre avis, un processus va être prêt à être numérisé à partir de quel pourcentage? Parce que le danger de numériser un processus avec une faible efficience, c'est quoi? Je vais numériser de l'inefficience. Et là, ça devient très coûteux de le défaire par la suite, parce que ça a été programmé dans le système. À votre avis, quel chiffre, à partir, oui, il y en a un, Serge Bellemare, 30 %. Oui, Serge, tu l'as. Je ne sais pas, Serge, tu disais 30 pour la question que je viens de te poser, mais la question, c'est à partir de 30 %. Un processus va être prêt à être numérisé lorsque son efficience est au moins 30 % et plus. Puis, je vais vous donner la règle, elle est simple. C'est la règle du 1 pour 3. Pour 1 heure de valeur ajoutée, 3 heures de délai. Prenons un exemple dans votre entreprise. Puis, je ne sais pas, là, j'ai un besoin d'achat. Tu sais, mettons que je suis dans votre usine. Mettons que vous êtes manufacturier, ça pourrait être la même chose sur un chantier de construction d'un bureau. Mettons que je suis dans votre usine. J'ai besoin, je vais manquer de matière. Là, je demande, moi, je suis employé, je dis à mon contremaître, hey, boss, on va manquer de ça. On peut-tu commander parce que je vais en manquer? Donc, passer une commande en entreprise, c'est un processus là, qui m'a demandé habituellement 15-20 minutes. Là, puis je vais être généreux, je vais mettre 1 heure. Ben, si on veut que ce processus-là soit prêt à être numérisé, ça veut dire entre le moment que l'employé a exprimé son besoin d'un manque de matière, puis que la commande est vraiment envoyée chez le fournisseur, il ne devrait pas se passer plus que 3 heures. Parce que le travail à valeur ajoutée, je vous dirais, c'est même 15 minutes là, pour la majorité des entreprises. Donc, on devrait être dans un ratio, mais je suis très généreux, je dis que ça va prendre 1 heure parce qu'on ne travaille pas vite chez vous ou chez nous. Mettons 1 heure parce qu'on n'est pas vite chez nous. Ben, la commande devrait être rendue chez le fournisseur là, 3 heures plus tard. Fait que vous devriez penser de même, une commande rentre chez vous. Elle rentre, une commande client rentre. Traiter une commande dans la majorité des entreprises, c'est 1 demi-heure, 1 heure s'il n'y a pas d'ingénierie, s'il n'y a pas de conception. Il y aura 1 demi-heure, 1 heure entrer ça. Ça veut dire que 3 heures plus tard, elle devrait déjà être en traitement. Là. Fait que vous voyez un peu le PCE à 30 %, c'est ce qu'on appelle un processus de classe mondiale. Fait que ça aussi, c'est un indice qu'on devrait utiliser. La petite équation, vous allez la recevoir là, dans le diaporama. Tous, vous allez recevoir le diaporama. Fait que c'est la petite méthode de le calculer. Là. On prend les activités en vert à valeur ajoutée divisée par le temps de passage. Le programme Audit 4.0, c'est là-dessus que je veux terminer avant de laisser la parole à Louis-Bernard. Le programme Audit 4.0, c'est quoi? C'est un programme justement qui vous permet d'auditer, je vais reculer un petit peu, je vais revenir à l'illustration, qui vous permet de faire l'inventaire de vos processus et de venir évaluer la maturité de chacun de ces processus-là pour pouvoir dire par où je commence. Donc, le programme s'appelle Audit Industrie 4.0, mais c'est pas juste pour industriel. En fait, toutes les entreprises de tous les secteurs d'activité sont admissibles là, depuis janvier 2020. Au départ, le programme s'adressait juste aux manufacturiers. C'est un programme, je pense, c'est la 3e ou 4e année là, en janvier 2021, je pense à la 4e année, je pense. Donc, c'est un programme qui a commencé dans le manufacturier. Le programme est administré aujourd'hui par Investissement Québec depuis juin 2020 et le programme couvre 50 % des coûts pour auditer la maturité
de vos processus. J'ai marqué maturité numérique, mais en fait, il y a la maturité informationnelle également qui est fait pour vos processus. En fait, c'est un inventaire de 25 processus qui est fait. Et sur cet inventaire de 25 processus-là, il y a un audit qui va être fait pour chacun des processus pour voir leur maturité, dans le but de produire un plan numérique sur mesure. Toutefois, la condition, comme je l'ai dit à quelques reprises depuis tantôt, la condition pour appliquer sur le 4.0, c'est d'avoir son plan stratégique. Pourquoi? L'objectif, c'est que le plan numérique qui va sortir du PAI va être intégré dans votre plan stratégique pour avoir un seul plan, que c'est pour ça que nous, on appelle ça plan stratégique et numérique. Donc, pour ceux qui s'intéressent, ben, c'est vraiment à travers vos conseillers, conseillères de Investissement Québec que vous pourrez appliquer sur le programme PAI 4.0, qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui l'ont fait parce que les 3 premières années, le programme était financé à 100%. Aujourd'hui, depuis juin 2020, il est financé à 50%. Donc, c'est un programme quand même assez populaire au Québec. Pour continuer, je vais laisser la parole à Louis Bernard. Louis Bernard, je vais te présenter un peu Louis Bernard. L'entreprise on peut qualifier une entreprise familiale, Louis Bernard. Louis Bernard est une relève officielle ou officieuse, tu pourras nous le dire si c'est officieux ou officiel, mais c'est pas mal. Et Louis Bernard est une drôle de bébite, comme son père d'ailleurs, parce que son père est un avocat ingénieur. Et Louis Bernard a la même tare, c'est un avocat ingénieur aussi. Donc, Louis Bernard a été impliqué dans le projet de numérisation lorsqu'il terminait ses études en génie à Sherbrooke. Et il a fait un job extraordinaire. Fait que je te laisse la parole, Louis. Ben, bonjour, merci Jean-Pierre, merci à tous aujourd'hui d'être ici là, pour écouter ça. Comme je pense que beaucoup d'entre vous, là, nous, quand on a eu cette présentation-là de Jean-Pierre, là, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses et démystifié beaucoup de mythes. Nous autres aussi, on a tombé dans le panneau de toutes les 3 lettres. Là, fait que mais je suis ici pour partager aujourd'hui mon expérience à travers cet exercice-là de numérisation. Fait qu'un bref aperçu de Rexfab, là, juste pour commencer, on est une entreprise manufacturière située à Sherbrooke. On œuvre dans le domaine de l'équipement pour les boulangeries industrielles en Amérique du Nord. Donc, on fabrique non pas le pain là, que vous mangez et que vous achetez à l'épicerie, mais les machines et les équipements qui font le pain, donc de façon industrielle. On parle de cadence d'environ 40 000 pains à l'heure. Fait que c'est vraiment un procédé en tant que tel. Rexfab, l'entreprise, la taille de l'équipe, on parle d'environ 65 personnes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on fait tout de A à Z. Donc, on fait évidemment le cycle de vente, mais on fait aussi la conception mécanique et électrique de nos produits. On fait la production à partir de la matière brute, donc tout ce qui est machinage, même la découpe, etc., jusqu'à l'assemblage final. On fait le montage de nos panneaux, notre câblage, notre programmation à l'interne et finalement, on va installer ça chez les clients avec le service, tout ça. Puis comme vous avez vu tantôt, Jean-Pierre l'a mentionné, là, nous autres, on a une mission dans la vie. Donc, c'est quoi la mission de Rexfab dans la vie? C'est d'excéder ce que le client s'attend de nous en intégrant des systèmes de haute qualité dans les boulangeries pour amener à nos clients une excellence opérationnelle et dépasser les standards d'industrie. Donc, 65 personnes dans l'industrie. Nos compétiteurs, c'est des entreprises multinationales à des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Fait que nous, pour se démarquer, on doit vraiment s'en tenir à notre mission qui est ni plus ni moins rattachée aussi à nos valeurs d'engagement, de qualité et d'innovation. Donc, ça, c'est un bref aperçu de Rexfab. Donc, le point de départ, Rexfab, ça a été racheté justement, comme Jean-Pierre a dit, par mon père en 2008, donc juste avant la fameuse dépression économique, là, fait que le timing était incroyable. Fait qu'il y a eu un bout de pain brun, là, pour pas faire de jeu de mots là-dedans. Là. Puis, mais l'entreprise a su survivre à travers ça et a su se placer au niveau du marché canadien et du marché américain. Donc, à partir de 2016, on a vraiment commencé à ouvrir la machine et vraiment pousser et se faire connaître au niveau de notre industrie. Donc, ça a amené à quoi ça? Ça a amené à une forte croissance en 3 ans. Donc, Rexfab, en 2016, avait un chiffre d'affaires d'environ 4 millions de dollars par année et puis comptait à peu près 10 employés. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 millions 65 employés. Là. Donc, vous voyez que ça a eu un effet fulgurant. Puis, même à travers la COVID, là, ça a su se maintenir. Là, fait qu'on se considère bien chanceux dans tout ça.
Par contre, la croissance, ben, ça nécessite une gestion. Donc, en 2018, ce qu'on a commencé à voir, c'est qu'on avait des rallongements de délai de livraison. On avait un impact sur notre cash flow parce qu'on a les down payments, mais on reçoit juste l'argent, exemple, quand on livre les produits, etc. Donc, on était étiré au niveau de l'argent. On avait aussi une baisse de profitabilité avec l'overtime, etc. Donc, les baisses en qualité aussi. Fait qu'on a appelé CoBoom en 2018 là, pour nous appuyer dans cette démarche-là. Donc, on a fait exactement là, ce que Jean-Pierre mentionnait, là, de commencer par le plan stratégique, après ça, d'aller vers tout ce qui est l'identification de notre plan stratégique, plan numérique, etc. Puis, on a identifié quelques endroits clés, là, dans le fond, là, que je vais aller un peu plus en détail juste après, mais on a identifié ni plus ni moins là, de cibler nos processus opérationnels. Donc, comme Jean-Pierre a dit, c'est vraiment là que le cash est situé. Là, fait que quand même bien qu'on a des beaux états financiers à la fin du mois, si on cale pareil. Là, fait que on va juste le savoir plus vite. Fait que c'est ça qui a été un des trucs, c'est l'opérationnel. Évidemment, le budgétaire aussi. Il faut essayer de se donner des cibles, il faut essayer de suivre ça et rester en contrôle. Puis finalement, on a aussi développé tout ce qui est un tableau de bord avec nos KPI. Donc, les KPI, c'est à la base des données, oui, mais il faut que ça soit des données qui mènent à des décisions, non pas juste avoir des données informatives pour avoir des données informatives. Fait qu'on a identifié ça comme point de départ. Ensuite de ça, ça a été quoi le processus pour vraiment là, arriver à ça? Bien, la première étape, Jean-Pierre l'a mis sur 3 ans. Nous, on a vraiment été sur 5 ans. Puis qu'est-ce fait qu'on identifie le rêve. Puis le rêve, c'est quoi? Bien, le rêve, c'est tout ce qui nous passe dans la tête. Il n'y a pas de limite, vraiment. Là, on peut aller aussi loin qu'on veut, mais il faut que ça soit quand même assez concis parce que ça va devenir la cible. Donc, il faut que ça soit concis, mais aussi mesurable. Il faut qu'on soit capable de dire, OK, oui, on a atteint notre objectif ou pas. Tu sais. Puis, ça devient aussi la motivation à l'interne. Ça devient notre source de motivation parce que on va être super motivé au début, on va être super craqué, mais il y a des fois qu'on l'est pas mal moins ou qu'on est pas mal moins enthousiaste à l'idée de la gestion du changement et tout ça. Fait qu'il faut juste se rappeler c'est quoi notre rêve, c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Ensuite de ça, la réalité. Bon, ça, c'est le bout un peu plus plate du processus, mais qui est super important. J'appelle ça la visite au médecin. Hein. Tu sais, on s'en va au médecin, là, puis il va nous dire les choses comme ça. Là. Il va te le dire. OK, garde, écoute, t'es gros puis il faut que tu perdes du poids. Là. Je donne un exemple comme ça. Là. Ben, c'est ça. Il va te le dire sans l'embellir. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse une introspection. Puis, il faut que ça soit sans embellir. C'est vraiment, vraiment important, ce bout-là. Parce que si on se compte des histoires, on va se perdre puis on va tout aller dans le champ ensemble. Fait que, il faut vraiment que ça soit sans embellir. Puis, il faut que ça vienne de l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous autres ici, on a passé à travers nos départements, on a pris du temps avec un peu tout le monde pour dire, OK, bon, mappez-nous vos processus, commençons de façon très générale, puis après ça, on va décortiquer les processus là, un à un, jusqu'à temps qu'on arrive dans le quotidien. Là. Fait que la fameuse pyramide, tantôt de Jean-Pierre, là, stratégique, tactique, opérationnelle, là, ben c'est ça. On commence stratégique, on descend après ça en tactique, puis on étale un peu plus, puis après ça, on s'en va opérationnel, puis là, on a un super beau flowchart de la mort que on navigue là-dedans puis on a mal au cœur. Mais c'est super efficace. Ensuite de ça, le quoi? Ben là, c'est ça. Là, Jean-Pierre vous l'a présenté à la fin, puis ça, c'est un bout que nous, on a fait comme wow, OK, c'est super. Puis je suis certain que vous aussi, là, toute la notion de PCE. OK? Où est-ce qu'on doit travailler pour atteindre notre rêve? Comment est-ce qu'on va se rendre là? Comment est-ce qu'on maximise la valeur de nos clients? Puis je vous le dis, nous autres, quand on a commencé cette affaire-là, puis qu'on est parti avec nos processus, ben on avait un PCE d'environ 10 là. Fait que on se tapait sur l'épaule parce qu'on était super fiers de notre 10 mais en même temps, on se disait, wow, 1 heure sur 10 qu'on travaille dans la vie, on n'amène aucune valeur à notre client. Fait que finalement, on n'est pas si bon que ça. Fait que comment est-ce qu'on peut atteindre notre rêve d'atteindre ça? Fait que ça sert à mapper, si on veut, à cartographier. Après ça, de prioriser, ben, c'est assez simple. Un coup qu'on a le PCE, ben, tu attaques où est-ce que ça fait le plus mal, où est-ce que tu as le gain le plus rapide. Là. On appelle ça les low-hanging fruits. Là. Fait que, qu'est-ce qu'on peut aller chercher rapidement, scorer des points, puis après ça, passer à d'autres choses. Ce qui est important, par exemple, c'est de ne pas s'éparpiller. Il faut vraiment rester super focusé, il faut rester super discipliné parce qu'on va être bien motivé, mais on va vouloir aller faire tout en même temps. C'est super important d'attaquer un problème à la fois puis de vraiment rester focus.
Finalement, la phase la plus difficile et aussi la plus longue, c'est l'implantation. On a souvent des directeurs de rencontres là, qu'on les appelle, là, fait que tout le monde en rencontre, on en parle, on est tous super heureux autour de la table, mais on finit jamais par implanter. Fait que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis pour se rendre là, ben, il faut que les autres étapes avant aient été bien faites. Donc, ensuite de ça, je peux passer à la prochaine slide. Donc, l'exécution de tout ça, bon, fait que là, on a tout établi ces étapes-là. Fait que c'est la cartographie, la première affaire. C'est identifier la chaîne de valeur de tous les processus dans l'entreprise. Fait que non seulement, Jean-Pierre a mentionné opérationnel, ça a été le premier, évidemment, parce que c'est là qu'on génère notre valeur. Mais après ça, tout de l'embauche à la paye, en passant par les TI, en passant par tout le kit, on a tout un client à desservir. Fait qu'il faut identifier aussi, c'est qui mon client? Puis le client, on a souvent en tête le client externe, le client qui nous donne notre argent, mais pour les processus internes, c'est qui qu'on sert? L'ORH servent à qui? Servent à nos employés, servent à nos gens, les finances, etc. Il y a tout le temps un end user, il y a tout le temps un client au bout de ça. Puis il faut se poser la question, qu'est-ce que j'amène comme valeur? Si je prends un bout de papier et je le transfère à quelqu'un d'autre, qui le transfère à quelqu'un d'autre pour que ça se rende au client 4 jours après, est-ce que c'est vraiment générer de la valeur ou est-ce qu'on pourrait vraiment simplifier ça? Finalement, qui est impliqué et qui est responsable? Si ce processus-là n'est pas fait comme il faut, ou si ce processus-là, au contraire, virons ça au positif, si ce processus-là est fait comme il faut, à qui je vais taper sur l'épaule et dire hey, bravo, super, ça a vraiment bien été. Ou à l'inverse, ben, qui n'a pas fait sa job, t'sais. Fait que ça vient, là, c'est tout structuré là, dans l'ordre de lequel on le fait. Là. Fait qu'évidemment, on n'identifie pas les responsables sans avoir fait les 2 autres étapes avec. Fait qu'est-ce que ça nous a permis de faire, ça, comme je mentionnais avec le PCE, ça nous a permis de cibler nos processus à faible valeur ajoutée, donc à PCE vraiment faible. Fait que nous autres, ce qu'on a commencé à faire, je vous donne des exemples qu'on a fait. On a vite remarqué que la production, nous autres, de produire, c'était à valeur ajoutée beaucoup. C'était notre cheval de bataille. C'est là qu'on génère l'argent, comme Jean-Pierre a dit. Mais on pouvait s'améliorer. Fait qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a réaménagé l'usine pour limiter les déplacements. Ça peut sonner aussi niaiseux que de dire hey, je prends mon bout de métal, je l'amène à l'autre bout de la shop, je fais X centaines de pas par jour juste pour faire ça, je le ramène là-bas. Puis, fait que vous voyez l'image, je suis certain. Là. Fait que juste de changer ça, ça a augmenté notre PCE, puis c'était pas une affaire à des centaines de milliers de piastres. C'était une affaire de changer quelques pipes électriques puis d'y penser un peu. Là. Puis, ça a impliqué beaucoup les gens à travers ça. Ensuite de ça, outils de gestion de production simplifiés pour entrer le temps, puis éliminer le papier. Donc, nous, on est rendu sur des iPads à l'interne pour justement prendre en mesure le temps et aussi les inspections de nos produits. Fait que ça, c'est un truc qui est super important, non seulement pour aider nos évaluations de produits, donc de dire combien de temps j'ai passé à faire un spacer, exemple, ou ben là, je donne l'exemple d'un spacer, mais à assembler ma machine, combien de temps j'ai passé à faire la conception d'ici, à faire la conception de ça. Ça vient nous aider après ça à faire nos budgets de vente. Ensuite de ça, l'outil d'évaluation, donc là, ça va main dans la main avec ce que je viens de mentionner. Meilleures sont nos entrées de temps, meilleures sont nos évaluations, donc plus on peut être compétitif au niveau de notre marché. Puis, on a développé un outil de système d'évaluation qui génère une soumission. Un vendeur, là, c'est comme un avion, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est comme un avion. C'est payant quand ça vole, puis c'est pas payant quand c'est arrêté, puis c'est à terre. Fait que là, on le sait en ce moment, l'industrie de l'aviation, ça va super bien ces temps-ci. Fait que c'est exactement l'analogie qu'on avait en tête, là, de dire il faut que nos vendeurs arrêtent d'écrire des soumissions, il faut qu'ils aillent vers les clients, il faut qu'il y ait cette proximité-là. Puis l'autre affaire, c'est il faut que les soumissions soient claires, donc on a un bon préliminaire rattaché à tout ça pour l'interne, donc on part plus vite en ingénierie au lieu de débroussailler tout ça, aller au client, tu sais. Fait que vous voyez l'image. Finalement, celui-là, c'est un gros, puis c'est celui qui est encore en cours puis qui sera jamais fini, là. C'est standardiser nos assemblages. Ça en est un super agréable, mais l'idée, c'est de standardiser les assemblages de base pour offrir un vaste choix à nos clients qui leur fait sentir comme s'ils ont des solutions custom montées avec des assemblages plus standards. Fait que c'est comme l'analogie, c'est le buffet chinois, là. Tu peux monter ton assiette comme tu veux, mais ça part toutes des mêmes choix, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on essaie de recréer. Puis finalement, ben, un exemple super cocasse, mais que je suis certain que vous vivez aussi, c'est la facturation. Nous autres, ça passait par 4 pouces, la facturation. Fait que
du temps que la facture était rédigée au temps que la facture était envoyée, on perdait quasiment une semaine. Fait que ça peut faire la différence justement au niveau du cash flow et tout ça. Puis honnêtement, on n'amène absolument aucune valeur ajoutée à transférer des factures puis à attendre d'envoyer ça. Fait que c'est juste quelques exemples qu'on a faits. Puis on commence juste là, après 2-3 ans de ça, à automatiser. On a engagé des gens pour commencer à nous aider là-dedans, mais on commence là à le faire sur certains processus qu'on a atteint notre PCE raisonnable puis dire « Ouais, je pense qu'on est confortable avec le processus ». Donc, les leçons et apprentissages. Ça sent bien. Donc, en fait, les résultats, premièrement, au niveau du client, parce que pourquoi on fait ça? Oui, c'est pour augmenter notre bottom line, oui, c'est pour tout ça, mais ultimement, le bottom line, pourquoi on veut l'augmenter? C'est pour réinvestir dans la compagnie pour mieux servir nos clients. Là. Fait que c'est une roue qui tourne. Fait qu'il faut tout le temps garder en tête les clients. C'est ça la clé du succès. Pas de clients, pas d'entreprise. Fait qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec tout ça? On a réussi à diminuer nos délais de livraison de 2 mois. Donc, nous, nos délais de livraison sont d'environ 6 mois. Ils étaient de 8 mois. Fait que vous voyez que c'est quand même 25% d'amélioration. Juste à y penser un peu, là. Même pas d'automatiser, là, mais juste de se casser la tête un peu à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire ça différemment. D'avoir des systèmes plus fiables, donc nos équipements comme tels deviennent plus fiables parce qu'on assemble des trucs plus standards, donc on répète, donc on fait moins d'erreurs. Donc, ça fait aussi que nos installations deviennent moins longues, ce qui fait que nos clients sauvent beaucoup d'argent à ce niveau-là. Et finalement, du fait qu'on a standardisé nos pièces, ben ça fait que le client a un inventaire beaucoup plus faible. Au niveau de l'interne, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Ça nous a permis d'éliminer 15 postes de travail, donc à faible valeur ajoutée. Donc, en temps de pandémie, non seulement, mais en plus en temps de difficulté à trouver de la main-d'œuvre, ben c'est définitivement important de sauver ces postes-là. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé les gens nécessairement, mais ça veut juste dire qu'on les a réaffectés à des trucs qui ont de la valeur ajoutée ou changer de place pour vraiment garder focus sur ajouter de la valeur à nos clients. Ensuite de ça, la standardisation, ça a aussi mené à diminuer notre ingénierie d'environ 80% de temps. Donc, on focus plus tant sur nos trucs standards, on focus sur les trucs plus custom. Là, évidemment, c'est pas parce qu'on est standardisé qu'on fait plus rien de custom. Et finalement, on a aussi quasiment éliminé nos écarts entre nos estimés de vente et le coût réel pour nos solutions standards. Fait que ça vient encore une fois de la standardisation. Et finalement, les gens sont super motivés à travailler. Vous allez voir à la prochaine slide, là, je vais étaler là-dessus dans les leçons d'apprentissage, mais les gens deviennent super intéressés puis ils embarquent dans ces processus-là, ils embarquent dans ces genres de trucs-là parce qu'ils se sentent utiles puis ils se sentent utilisés à leur plein potentiel. Fait que c'est vraiment un beau processus puis ça touche le point 3 là, de Jean-Pierre de 3e P, là, personne. Finalement, les leçons d'apprentissage pour tout ça, on fait ça pour ajouter de la valeur à nos clients. Ça fait 3 ans qu'on est là-dedans, puis à un moment donné, on est bien concentré, tout ça. On perd des fois de vue pour qui on fait ça. On fait pas ça pour nous, on fait ça pour ajouter de la valeur à nos clients. Il faut garder ça en tête, c'est super important, puis c'est très important d'avoir cette perspective-là. Notre petite saying à l'interne, c'est pas nous autres qui avons inventé cette saying-là, mais avoir le couteau entre les dents, donc d'être ultra motivé, never settle for less. On peut toujours faire mieux, puis c'est ça qui est la beauté de ce processus-là. Je vous le dis, vous embarquez, vous finirez jamais parce que c'est la quête de la perfection. Un coup que tu penses que tu l'as atteint, la perfection est repartie, puis il faut que tu continues à courir après. Fait qu'on peut toujours s'améliorer. C'est ça qui est la beauté de tout ça, c'est infini. Puis, c'est une façon de penser qui est super contagieuse. Bon, ces temps-ci, c'est pas drôle de parler de contagion puis de propagation, là, mais on va le mettre dans le contexte d'une idéologie. C'est ça la beauté, c'est que c'est une idéologie. Vous n'aurez pas rien de concret, de tangible pour ça. C'est une façon de penser. Vous allez y rêver, c'est pas des farces. Je me réveille la nuit pour penser à ça. C'est vraiment ça. Finalement, Jean-Pierre et aussi Martine l'ont mentionné d'entrée de jeu. Agissez. Agissez sans avoir peur de vous planter. Vous allez vous planter. On s'est planté. On se plante encore. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis arrêtez d'être des directeurs de rencontres. On gaspille toute notre salive à parler là-dedans, puis à essayer de figurer nos plans, puis tout ça. Puis par le temps qu'on vienne pour l'implanter, oups, c'est plus d'actualité ou il y a d'autres choses qui s'est passé. Fait qu'arrêtez d'en parler.
pensez-y. Ça ne veut pas dire d'être abruti puis de juste faire les choses, mais pensez-y puis agissez. Puis finalement, n'oubliez pas, mesurer. On est parti, on ne mesurait pas. Puis là, à un moment donné, on a fait, ben là, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que mesurer, là, c'est super important. Puis ça sonne des fois super compliqué. Ça peut être super simple aussi, là. Fait que, tu sais, mesurer puis ayez des données fiables. Puis finalement, structurer ne veut pas dire rigide. Celui-là aussi est super important. On veut structurer, on veut se donner des façons plus, justement, structurées de faire les choses. Mais ça ne veut pas dire de créer une bureaucratie, ça ne veut pas dire non plus de partir sur des rapports à pu finir, puis tout ça. On veut rester flexible, c'est ce qui fait la beauté de la PME. Donc, il faut vraiment pas perdre cette vue. Structuré, ça ne veut pas dire rigide. Puis focus, rigueur, discipline. Structuré, ça veut aussi dire pas s'éparpiller. Okay? Il faut rester super focus et discipliné et avoir beaucoup de rigueur dans tout ce qu'on fait. Fait que ça revient à never settle for less. Donc, ça fait partie de notre expérience, notre apprentissage. Je suis désolé, j'ai pris un petit 4 minutes de plus, mais je vous souhaite de vous embarquer là-dedans. Ça vaut vraiment la peine. Puis, écoutez, vous ne pouvez que gagner à bien faire les choses. Fait que merci. Merci, Louis-Bernard. Excellente présentation, Louis-Bernard. Tu vas faire un super président. Ton père est bien équipé en termes de relève. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Donc, Laurie va vous présenter un exemple, l'exemple de Kaboom. On est une petite entreprise de services et va vous présenter une approche aussi de la numérisation parce qu'il y a deux grands courants. Avant de laisser la parole à Laurie expliquer les deux grands courants qu'on voit dans l'industrie. Il y a les approches de logiciels intégrés, entre autres, d'avoir un environnement numérique qui est intégré par un seul fournisseur avec un seul fournisseur d'applications avec plusieurs modules qu'on va appeler des logiciels intégrés, qui sont des technologies là, qui datent pas de la semaine passée, là, technologies qui ont commencé à être développées là, dans le secteur manufacturier dans les années 70 pour MRP1, MRP2 80, ERP 90. Quand vous entendez les trois lettres ERP, dites-vous que c'est des technologies qui ont été développées entre 70 et 1990, donc ça date pas de la semaine passée. En fin de compte, c'est des applications génériques qui vont essayer d'intégrer plusieurs fonctions de votre entreprise. Ça, c'est une approche de la numérisation. L'autre approche qui est de plus en plus recommandée par Gartner aux États-Unis, qui est un grand groupe de veille technologique. Eux autres font beaucoup de veille, vont faire de recommandations des meilleures pratiques. Gartner, depuis quelques années, vont recommander une approche d'intégration au lieu de faire affaire avec un seul fournisseur qui propose un environnement numérique, un logiciel qui fait tout de façon générique, mais pas nécessairement spécialisé pour chacune des fonctions de l'entreprise. En fait, c'est vraiment des applications génériques. Gartner propose plutôt aussi un autre piste. Il y a vraiment deux chemins qu'on peut prendre. Le deuxième chemin, c'est d'avoir, selon les besoins, selon nos processus, tels qu'on l'a exposé depuis tantôt, quelle est la meilleure application dans le marché pour répondre aux besoins de mon entreprise par rapport au processus sur lequel je veux numériser. Parce que de plus en plus, les applications qui sont dans le web, Laurie va vous le présenter, se parlent entre eux. Il y a moyen d'arriver, de choisir les meilleures applications pour le besoin présent du processus et par la suite de les intégrer très, très, très facilement. Donc, d'arriver avec un environnement intégré, mais qui n'est pas fourni par un seul fournisseur, qui va être fourni par plusieurs fournisseurs. Et aujourd'hui, la majorité des logiciels développés dans le web se parlent entre eux autres parce qu'il y a des standards en développement par les grands groupes, que ce soit Google, Apple et autres, ont développé des standards de communication entre les applications web qui permettent justement de choisir une application et facilement la connecter, faire un échange d'informations entre les deux applications avec un clic de souris, tout aussi simple que ça. Donc, c'est un peu la piste B qu'on va vous présenter, cette piste-là, à travers le témoignage de Laurie. Tu voles toutes mes punchs, Jean-Pierre, j'ai plus rien à dire. Ouais. C'est ça. Fait que je vais vous montrer que c'est possible de gérer une entreprise au complet, en fait, avec des applications séparées et des applications, surtout qui sont web. Je vais répéter un peu qu'est-ce qu'on a dit plus tôt. Quand on parle de numérique, on se demande, on commence tout le temps, on commence souvent par penser quel ERP je vais utiliser, mais il faut commencer par se demander c'est quoi nos besoins. Tu sais, les ERP, on la cote, mais sont rarement en même temps la solution pour les petites et les moyennes entreprises.
Puis on a parlé de la construction un peu plus tôt, ça touche aussi le domaine de la construction. On en parle peut-être un peu moins souvent, mais c'est aussi une industrie qui fonctionne par projet, un peu comme nous, comme une entreprise de service. Donc, c'est pas mal les mêmes règles générales qui peuvent s'appliquer. Donc, j'ai mappé très brièvement notre modèle d'affaires en 4 grandes étapes. On peut aller à la prochaine slide. Donc, les questions à se poser principales, c'est quoi notre proposition de valeur? Qu'est-ce qui viendrait la soutenir? Quelles applications j'ai besoin en priorité pour soutenir, en fait, qu'est-ce qui amène de la valeur aux clients? Puis, c'est quoi qui a le plus de valeur pour nos clients? Par exemple, pour nous, on peut voir un genre de boucle qui commence par une vente, la coordination du projet, l'exécution, puis après ça, d'entretenir la relation long terme, puis ça recommence par une autre vente. Donc, j'ai comme, c'est un petit peu plus terre à terre, très concret. Je vous montre en fait les logiciels que nous, on utilise, puis qui sont à valeur ajoutée dans le parcours client. C'est pas nécessairement, le client les voit pas nécessairement, mais c'est tout ce qui nous aide à faire notre activité principale. On peut changer de slide. Ça semble bien. Donc, nous, comme notre modèle d'affaires est basé sur la co-création, les applications doivent refléter l'essence de notre modèle d'affaires. Donc, premièrement, comme je disais, toutes les applications sont web-based, puis sont disponibles de n'importe où. Puis ça, c'est autant partout sur la planète que sur n'importe quel type d'appareil aussi. Fait que ça favorise la collaboration également, puis l'accessibilité des données. Je vous passe un peu en exemple qu'est-ce qu'on utilise dans notre chaîne principale. Donc, on a un CRM pour un logiciel pour gérer nos clients qui s'appelle Copper, qui est tout sur Internet. Ensuite, on utilise par exemple Calendly pour booker nos rencontres clients sans devoir faire 10 échanges de courriels de back and forth de c'est quoi tes disponibilités. C'est ça, on peut, mettons, être 3 ou 4 ou 5 personnes à se coordonner pour trouver un rendez-vous commun. On utilise un logiciel de gestion de projet qui est lié avec notre... en fait, on peut calculer aussi tout le temps qu'on passe sur les projets, puis c'est aussi avec ça qu'on fait les payes. Fait que tout ça, c'est intégré. Pour nos communications internes, on utilise Workplace, qui est comme Facebook, c'est vraiment semblable, c'est comme un mur de communication. C'est là qu'on gère tous nos projets, toutes nos communications internes, toutes les fonctions d'entreprise sont gérées sur cette plateforme-là. Ensuite, quand on tombe plus dans l'exécution des projets... Peux-tu, Laurie, parler des courriels? Qu'est-ce qui est arrivé avec nos courriels? Oui, en fait, j'y venais plus tard, mais je vais en parler tout de suite. Ouais. En fait, au niveau de nos communications internes, on n'utilise aucun courriel. Aucun courriel interne. Fait que nos courriels, quand on a un courriel, on sait que c'est important parce que ça va tenir toujours de l'externe, autant nos relations clients que les fournisseurs partenaires qui vont nous contacter par courriel. Mais nous, à l'interne, on utilise soit Workplace ou le chat simplement de Google. En fait, on utilise la suite Google comme outil principal, puis on l'utilise vraiment à son plein potentiel. Fait que ça nous permet de communiquer à l'interne. Donc, Miro, qui est là aussi, nous, on fait des ateliers de co-création, donc des ateliers avec les clients. Anciennement, on aimait ça être dans des salles, puis utiliser des post-it sur le mur pour que ça soit collaboratif. Mais là, en fait, on a trouvé un logiciel qui fait ça en ligne. C'est vraiment un tableau blanc en temps réel où on voit, les gens peuvent mettre des post-it, on peut préparer des canevas d'avance. Nous, c'est ça qu'on fait, on prépare tous nos ateliers d'avance là-dessus. Ensuite, il y a le Drive. Comme je vous disais, Google, c'est vraiment le centre de toute notre structure. L'environnement Google reflète aussi, encore une fois, notre modèle d'affaires de co-création parce que c'est ultra collaboratif. Vous êtes sûrement familier avec Google Sheets, Google Docs, Google Slides, qui sont comme les équivalents Microsoft, où on peut aussi travailler en temps réel à plusieurs personnes dessus puis voir les changements en temps réel. Puis même, ça influence la recherche documentaire. C'est pas long de trouver un document parce que tout est centralisé au même endroit. Puis je trouve que ça vient même influencer la culture d'entreprise à être vraiment ouverte. On sent qu'il n'y a pas d'information qui est comme gardée précieusement par les gens. Et voilà. Puis ensuite, on utilise encore Google. J'ai mis là pour les courriels. On retourne dans notre logiciel de gestion de clients CRM pour faire la boucle. En soutien à toutes ces activités-là qui sont à valeur ajoutée pour le client, on a aussi tout ce que le client ne voit pas,
mais qu'on utilise par en dessous. Ça peut faire un peu peur, mais il y a toute la fonction marketing. Comme vous voyez, j'ai regroupé tous les réseaux sociaux, les applications de mailing qu'on utilise pour faire des événements, notre site web également. Pour l'administration, tout est relié ensemble, encore une fois. Communication interne, comme je disais tantôt, pas de courriel à l'interne, pas de papier non plus, évidemment. On est 100% web-based, 100% numérique. Et il y a aussi une fonction de support à utiliser des applications diverses avec plusieurs intégrations. Des fois, on a des questions. Des fois, c'est sûr qu'on a besoin d'aide d'experts. Donc, c'est aussi important de choisir un fournisseur qui va pouvoir nous aider. Nous, c'est SE Cloud. Dans le fond, c'est eux qui gèrent Google, entre guillemets, tout Google, puis les intégrations qui peuvent venir avec. Donc, c'est important aussi de se faire épauler par des experts. Et là, je vous vois justement arriver avec la question de l'intégration. Comment s'assurer qu'on ne doit pas recopier l'information? Parce que c'est l'avantage principal des ERP, c'est que tout serait intégré. C'est souvent le reproche qu'on peut faire aux systèmes qui sont empilés, entre guillemets, comme nous, et non intégrés de nature. Mais en fait, l'avantage, c'est que chaque système qu'on a fait excessivement bien sa fonction. Et il y a des milliers d'utilisateurs qui les utilisent, comme Jean-Pierre disait. Donc, il y a un développement en continu, un meilleur service aussi. Et finalement, ce qui a besoin d'être connecté est connecté. Comme je vous disais, tout part de Google principalement. On a une multitude d'applications qui sont connectées directement à notre courriel, nos agendas. C'est très rare que je dois aller recopier l'information à un endroit ou à un autre. Par exemple, par rapport à la gestion des médias sociaux, on a même un logiciel qui va, tout de suite, ça permet d'aller planifier n'importe quelle publication, n'importe quand. Fait que tu n'as même pas besoin d'aller te connecter spécifiquement sur chacune des plateformes. Tu peux faire ça tout d'un seul site. Ce qui est en bas, c'est tout le processus, plus facturation, gestion de la paie, tout ce qui est plus comptabilité, administration. Puis, la fameuse intelligence artificielle, il n'y en a pas à grandeur, mais il y en a là où on en a besoin. Par exemple, Dex, que vous voyez, c'est un système qui va reconnaître on peut scanner n'importe quelle facture, ça reconnaît la facture, ça va la placer directement dans le bon compte, ça va la mettre directement dans notre logiciel de comptabilité. Fait après une photo, plus rien à faire, tout est classé, tout est placé dans les bons comptes. Comme vous voyez, comme je disais un peu plus tôt, notre logiciel de gestion de projet est par exemple lié avec EveryHour qui calcule toutes les heures, directement lié avec la paie. Les employés peuvent aller mettre leur compte de dépenses. Donc, tout est vraiment lié ensemble de ce qui a besoin d'être lié, puis on n'est pas en Ferrari pour rien, pour pas l'utiliser. Rapidement, je suis comme un peu soufflée, mais j'ai essayé de pas trop dépasser. Là, Combien d'heures par année, Laurie, on investit à soutenir ça, cet environnement-là? SE Cloud, on les appelle combien de fois par année? Combien d'heures peuvent nous donner pour nous soutenir? Ah, très peu. Là. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre ta question, mais... SE Cloud, on leur demande du soutien 2-3 fois par année. Ils vont nous facturer peut-être une dizaine d'heures par année. On n'a pas de technicien interne qui gère ça. En fait, il n'y a personne qui gère ça. La sécurité, elle est gérée par des fournisseurs, mais surtout par Google, qui ont un système de gestion des sécurités quand même assez avancé. Donc, il n'y a aucun soutien. En fait, le soutien informatique se limite peut-être à une dizaine d'heures payées à un fournisseur externe. Et cet environnement-là au complet, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'applications à un coût vraiment ridicule. C'est vraiment un coût ridicule parce que ces applications-là, il faut comprendre, chacune des applications va compter des centaines de milliers d'entreprises comme clients. Donc, c'est pas 10, puis 15, puis 20 clients. Là, on parle de centaines de milliers d'entreprises utilisatrices pour chacune des applications qui sont affichées ici. Donc, naturellement, ça permet d'offrir, ces fournisseurs-là, d'offrir des coûts très, 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 très bas et d'avoir des applications, parce qu'ils ont des équipes importantes de développement, d'avoir des applications qui sont vraiment, excusez le mot. Là, on peut passer à la slide des avantages, là, je peux passer rapidement. Comme je disais, c'est une meilleure performance individuelle de chaque application parce qu'on l'a choisi spécifiquement pour sa fonction. Ensuite, comme je disais, ce qui doit être connecté est connecté. Ensuite, le moindre coût d'utilisation que tu mentionnais, Jean-Pierre. Pour nous, c'est peut-être quelques milliers de dollars par année pour toutes les licences renouvellement de plateforme, mais c'est rien d'extrême comparé à ce qu'on paye pour les licences d'un ERP, d'un logiciel qui
qui est en fait, souvent on va choisir un logiciel qui est trop élevé pour nos besoins, qui est trop, dont on n'utilisera pas la moitié des fonctions. Il y a aussi une notion de risque, que c'est un très faible risque. Quand on choisit une application, si on en choisit une qui ne nous convient pas, le coût de renonciation est très bas. On peut dire, OK, mais on ne l'aime plus. Nous, justement, au début, avant d'utiliser Miro, je vous parlais du tableau blanc, on utilisait un autre site qu'on trouvait finalement pas assez performant. Après 2 ou 3 mois, on l'a changé, ça ne coûte pas grand-chose. Capacité à faire des changements rapides. Il y a une grande communauté d'utilisateurs, comme tu disais, Jean-Pierre. Puis aussi, le service à la clientèle et le développement est rapide. Souvent, on va se ramasser à parler à des développeurs presque directement dans plusieurs applications, puis sentir que notre feedback est écouté, puis on va voir des changements apparaître très rapidement dans les applications. Donc ça, c'est ce qui est vraiment super. Finalement, je voulais ramener on peut passer rapidement ces slides-là pour aller à la slide finale. Parce que au début, je voulais montrer ça en premier. Finalement, c'était peut-être un petit peu épeurant, là. Mais en fait, pour vous montrer que nos applications, on ne les a pas choisies à l'aveuglette, elles s'inscrivent dans notre modèle d'affaires. Puis ça, c'est le modèle d'affaires numérique de Koboom. Et c'est là que tout est rassemblé et tout a une raison d'être. Pour ceux qui, au groupement des chefs, vous avez déjà vu ce modèle-là qu'on appelle le Business Model Canva. Fait qu'on a repris le BMC qu'on appelle pour positionner les applications comme telles. Fait que vous voyez que c'est un environnement, et cet environnement-là, on paye pour l'équivalent d'une quinzaine de licences. C'est environ des frais annuels là, de 20 000 par année, incluant le soutien fait par SE Cloud. Là. Donc, tout, notre dépense annuelle pour 15 personnes, puis encore une fois, on est numérique mur à mur. Là. Nous, il n'y a plus de papier. Si je veux écrire sur du papier, je dois aller à la salle de bain puis prendre du papier de toilette parce que c'est même pas une joke. Ceux qui viennent à nos bureaux le savent. Là, on a des vieilles feuilles, on reçoit du courrier, on va écrire là-dessus, mais nous, en fait, on achète un paquet de 500 feuilles par année. Les feuilles blanches là, que vous achetez chez Bureau en gros, on achète un paquet par année. Puis c'est tout. Après ça, il n'y a plus de papier là, depuis des années. Donc, un environnement mur à mur, 100% numérique, qu'on peut gérer l'entreprise sur nos téléphones intelligents, sur une tablette, de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur. Je peux aller chez vous dans votre entreprise, prendre un de vos ordinateurs, me connecter dans notre écosystème numérique que vous voyez ici, et votre ordinateur va prendre la forme de mon environnement, va s'adapter à mon environnement à moi. Fait que je peux même prendre vos ordinateurs pour faire apparaître sur un de vos ordinateurs notre écosystème numérique. Là. Donc, on est accessible de n'importe quelle plateforme. Fait que c'est les avantages là, de toutes ces applications-là. Puis il y en a une multitude. Là. Il y en a des centaines et des centaines. Fait qu'il existe quand même de super beaux produits accessibles à la PME pour que la PME fasse le saut rapidement dans le numérique sans prendre de risques financiers. Là. Il y a quand même, mais encore une fois, il faut suivre les étapes telles que Laurie va vous le présenter, telles que Louis Bernard vous l'a présenté et telles que je vous l'ai présenté également. On serait rendu à la période de questions. Oui, merci à vous trois. C'était vraiment riche en informations. On est vraiment rendu à la période de questions. J'encourage les gens, puisqu'on est quand même plusieurs, à m'indiquer dans le chat votre envie de poser une question, de faire un commentaire. Je pense à Marcel tantôt là, qui disait que sur son iPad, il ne trouvait pas les bulles pour le chat. Vous pouvez lever la main, c'est juste que c'est plus difficile pour vous donner la priorité, savoir qui a levé la main, mais je vais être capable de m'en sortir. Je vois, pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, Stéphane Hubert qui disait pendant la présentation de Laurie, ça fait beaucoup de plateformes. Oui, je viens de voir. Ouais, j'aimerais ça que tu commentes, parce que ce que j'entends, moi, c'est que ça semble assez... vous ne le voyez pas qu'il y en a plusieurs, ça semble quand même assez coulé de soi, mais qu'est-ce que tu aurais à dire pour Stéphane? Oui. En fait, là, c'est sûr, c'est un portrait global qu'on a montré de tout ce qu'on utilise, mais une personne dans son quotidien ne veut pas utiliser ces 30, mettons, applications à tous les jours. Ça dépend vraiment des activités qu'on fait dans l'entreprise, mais ça vient juste soutenir, en fait, notre activité. Donc, on n'a pas à se rappeler de quoi utiliser. C'est tellement naturel avec notre modèle d'affaires que finalement, on utilise les plateformes seulement dont on a besoin, chaque personne. Mais non, c'est pas tout le monde qui utilise tout à chaque jour, parce que c'est vrai que vu comme ça a de l'air intense, là. Mais voilà.
Mais il faut comprendre, c'est vrai Stéphane, mais il faut comprendre qu'on a numérisé 100% de nos fonctions d'entreprise. C'est vraiment 100%. Là. Tout est numérisé chez nous. Donc, c'est la raison, mais si vous prenez, je suis le président fondateur, puis j'utilise pas le tiers, là, parce que les 2 tiers, je les connais pas, puis c'est bien correct dans ma vie. Là. Fait que les produits qui sont là, c'est les conseillères qui ont identifié un besoin de rendre le travail numérique, ont choisi la meilleure application dans le marché, l'ont connecté avec le reste de l'environnement, mais c'est vraiment comme un coffre-outil. Quand un ouvrier se présente le matin sur un chantier de construction, son coffre-outil est bien garni, mais il va piger quelques outils pour faire sa journée de travail. C'est la même chose. Puis, je ferai un lien aussi. On avait reçu des questions d'avance avant d'aller aux questions qui sortent dans le chat. Il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'on peut faire un plan stratégique de numérisation de nos processus dans une entreprise de pur service? Je pense que vous êtes la preuve que oui. Oui, oui. Puis je pourrais répondre à Geneviève. Geneviève, la réponse, je connais bien votre entreprise. La réponse est oui, non. Dans le cas d'une entreprise, oui, non. Je peux répondre des deux côtés. C'est clair. C'est que la partie manufacturière, la gestion du bill of matériel, la gestion du plancher peut être faite par un module MRP2 comme vous le faites déjà chez vous. Mais toutes les fonctions connexes qui tournent autour peuvent être allées avec des applications semblables, comme on vous l'a montré. Fait que c'est un hybride, Geneviève. Fait que dans votre cas, ça serait une approche hybride. Puis on a une autre question, Marie-Ève Morin. Existe-t-il ou même utilisez-vous un programme de compensation des émissions des nombreux outils numériques, coût environnemental, stockage de données, par exemple? Excellente question. Ouais. Ben oui, puis vous posez la question à Laurie. Laurie est responsable chez nous, justement, de la transition socio-écologique. Et effectivement, on est en train de faire la quantification de nos CO2. Mais au Québec, on a quand même un avantage, étant donné que notre électricité provient d'une source renouvelable, l'hydroélectricité. Et même quand on parle des bases, par exemple, de Google, au départ, lorsqu'on était chez Google, parce que ça fait longtemps qu'on est partenaire Google depuis des années, nos data serveurs étaient principalement aux États-Unis, alimentés par des centrales électriques au charbon, fait que c'était pas terrible. Mais aujourd'hui, les data serveurs de Google pour les entreprises canadiennes et québécoises sont dans la région de Montréal. Fait que ça, l'impact est beaucoup moins grand. Mais on est là-dedans, Marie-Ève. Tu as touché un point important, c'est un de nos dadas. Ça. Et dernière question qu'on a de Christian de Rome, tous ces logiciels sont disponibles en français? En fait, sont disponibles en multilingue. Là. Ouais. C'est ça l'avantage aussi. La plupart de ces logiciels-là, c'est français, anglais, allemand, mettez-en. Parce qu'il faut voir que c'est des applications internationales. C'est ça le gros avantage. Quand je parle de centaines de milliers d'utilisateurs, c'est partout sur la planète, c'est du multilingue. Et il suffit de cliquer, tu tombes en français, tu recliques, tu tombes en anglais. Puis, fait que c'est vraiment, c'est des applications quand même super le fun pour ça. Là. Et ils sont assez personnalisables. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est assez facile de personnaliser l'utilisation et les rapports générés. C'est parce que, étant donné qu'ils ont des milliers d'utilisateurs, vont faciliter la personnalisation de leurs produits. Intéressant. On n'a plus de questions dans le chat, on n'a pas de main levée. Moi, je poserai une dernière question qui fait partie des questions qu'on a reçues. Un point intéressant, quelqu'un qui dit « J'aimerais entendre parler de ces cas réels de meilleures pratiques afin de maintenir la mobilisation des équipes au travers d'un projet numérique qui s'échelonne sur plusieurs années. » Oh, là, on tombe dans le volet de développement organisationnel. C'est une bonne question. Je vais vous partager un truc qu'on a. C'est un truc qu'on partage avec tous nos clients. La question est vraiment excellente. Vous allez recevoir un e-book par le groupement, puis le truc que je vais vous partager va être écrit. Ce qu'on recommande à tous nos clients. Je vais vous donner la méthode là, que la majorité de nos clients suivent, qu'on fait chez nous d'ailleurs. Lorsque vous avez votre plan stratégique, j'ai expliqué le plan stratégique dans lequel il va y avoir des projets numériques, il va y avoir des projets de développement des ressources humaines, il va y avoir des projets marketing, etc. Ce que nous, on dit, pour chacun des projets, vous créez une équipe d'employés qui vont exécuter les projets. OK? Je vous ai montré tantôt un plan stratégique qui peut comprendre 5 à 8 projets annuels. Bien, pour chacun des projets, vous construisez une équipe. Cette équipe-là, vous devriez la libérer, vraiment la libérer, une demi-journée par semaine. Si vous mettez quelqu'un sur une équipe de projet et vous partez un projet,
bien, le projet mérite que vous dédiez 4 heures par semaine. Fait ce que nous, on dit à tous nos clients, la plupart le suivent, cette recommandation-là, c'est de geler dans la semaine cette demi-journée-là, soit un vendredi matin, un vendredi après-midi. Beaucoup de nos clients, c'est le vendredi après-midi. Chez Cobum, c'est le vendredi après-midi. Fait qu'on gèle tout notre gang, nous, on est tous malades le vendredi après-midi, on n'est pas chez les clients, puis on fait nos projets internes. Fait que c'est une façon d'amener une rigueur et de s'assurer que... Puis si vous n'êtes pas capable de libérer ces 4 heures-là, bien, écrivez-les pas le projet. Jouez pas à l'autruche, le projet, il avancera pas. Ça sert à rien de faire des réunions de suivi de projet si, comme dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas libéré vos gens, puis vous n'avez pas dit pendant une période fixe dans la semaine, bien, ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Ils font les projets. Puis si vous ne faites pas ça, oubliez ça, le temps, il n'est pas élastique. Vos employés travaillent déjà trop d'heures. Vous travaillez comme chef d'entreprise trop d'heures. On est tous débordés. On travaille tous 40 heures et plus. Fait qu'on ne peut pas rajouter par-dessus. Il faut libérer des heures. Et ces heures-là doivent être officialisées en gelant une période dans la semaine. Ça, c'est vraiment important. Et tant que le projet n'est pas fini, c'est 4 heures par semaine. Très bon truc, très bon truc. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, ça a passé tellement vite. J'ai vraiment passé un beau moment avec vous tous ce matin. Évidemment, on ne fera pas un je repars comment, mais si vous avez envie de dire merci à nos 3 présentateurs ou de nous communiquer votre marquant dans le chat, dans la boîte de conversation, s'il vous plaît, ne vous gênez pas à le faire maintenant. Donc, je remercie encore Jean-Pierre Laurie et Louis Bernard pour leur générosité dans le partage. J'espère que vous retenez l'importance de vous mettre en action vers une transformation numérique. Et sachez qu'il y a de l'aide qui existe. Ça peut être un peu, des fois, effrayant de s'imaginer qu'on va entamer tous ces processus-là tout seul. Mais il y a Cobum, mais on a d'autres partenaires au groupement. Donc, informez-vous auprès de votre accompagnateur si vous voulez qu'on vous mette en contact avec des gens qui peuvent vous aider. Il y a aussi des organismes, comme Jean-Pierre a mentionné, là, parce qu'il y a des sous, tu sais, il y a des sous, puis souvent, votre partenaire comme Cobum peut vous aider à aller chercher les sous, les subventions et le financement pour vous aider dans vos projets. Donc, vous allez recevoir aussi d'ici demain par courriel le lien vers l'enregistrement si vous voulez partager la conférence de ce matin avec votre entourage. Vous allez aussi recevoir la présentation qui a été faite par nos trois présentateurs et vous allez aussi, comme Jean-Pierre a dit, là, vous allez recevoir 2 e-books, un sur la transformation numérique et un sur la planification stratégique qui sont tous les 2 très riches en informations. Finalement, je vous invite à vous rendre sur le site du groupement pour vous inscrire aux autres rencontres de J'ai Rendez-vous qui ont lieu dans les prochaines semaines. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 10 mai, sur la pénurie dans la chaîne d'approvisionnement. Ça risque d'être très riche aussi en informations. Donc, je vous remercie pour votre participation de ce matin. À bientôt. Bonne journée.